Et voilà, salut les amis, je vous retrouve pour un nouvel autofocus autofocant, il est réglé, c'est tout bon. Et je vais pouvoir faire mon apparition après des longues semaines d'absence qui ont duré 2 semaines. Ça va, 2 semaines. Bonjour les amis. Alors petite explication, si je vous fais pas de vidéo, c'est pas généralement que j'ai pas envie de faire de vidéo, c'est que en fait j'ai pas forcément eu le temps de bien les préparer ou que j'ai quelque chose de forcément intéressant à dire. Donc quand j'ai pas quelque chose d'intéressant à dire, je dis rien, et en tout cas je pense intéressant à partager. Et puis quand j'ai pas eu le temps de bien préparer comme il fallait une vidéo, et j'ai pas envie de la faire parce que j'ai pas envie de vous bâcler le truc et de vous faire quelque chose juste pour faire une vidéo. Alors c'est chouette, c'est vrai, c'est plaisant, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà, si c'est pas terrible et si c'est pas bien préparé, c'est pas rigolo, ni pour vous ni pour moi, donc je préfère m'abstenir. Voilà, donc d'abord ne pas nuire, et quand on n'est pas sûr, on s'abstient. Un principe que la société devrait appliquer dans bien des domaines. Suivez mon regard, mais sur plein de sujets. Alors, cette semaine, on va vous parler de juin 2022. Et oui, juin 2022, vous l'avez compris, c'est après les élections présidentielles. On ne sait pas qui sera notre nouveau président. Est-ce que ce sera Macron? Est-ce que ce sera celui qui monte terriblement aujourd'hui et dans les sondages et en termes médiatiques? Je pense évidemment à Éric Zemmour. Est-ce que ce sera encore quelqu'un d'autre? Bref, peu importe. Quoi qu'il se passera, et quel que soit le président qui va être élu en 2022, juin 2022 va être compliqué, et donc, à mon sens, la future étape à laquelle on peut commencer à réfléchir et à se préparer, c'est que les Français vont découvrir l'ostéflation en juin 2022. Donc je m'en vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai derrière la tête avec ce mot d'ostéflation, et pourquoi juin 2022 et pourquoi ce timing-là. Donc je vais vous soumettre un certain nombre d'éléments d'analyse et de réflexion, et tout simplement pour vous permettre d'analyser et de réflexionner en toute liberté, et surtout douter systématiquement, réfléchissez par vous-même en toute liberté. Allons-y les amis, on va donc parler de cette notion d'ostéflation. Juin 2022, je vous fais un petit résumé. Alors, l'inflation actuelle, sur quoi repose-t-elle? Elle repose sur un certain nombre de facteurs. C'est pas l'inflation actuelle, elle est pas, c'est pas un truc génération spontanée. Il n'y avait pas d'inflation, tout d'un coup il y a de l'inflation. On en a déjà parlé. On résume. On a une demande forte parce qu'on est plus nombreux, parce qu'il y a une reprise post-Covid, etc. D'accord. Mais avant tout, la demande est forte. Non pas en termes de croissance par tête de PIB d'habitants, mais surtout parce qu'on a beaucoup plus de têtes de PIB et d'habitants. Et donc comme on a beaucoup plus de têtes de PIB et d'habitants qui sont devenus globalement un petit peu tous solvables, les Chinois sont devenus solvables. Vous avez une véritable économie en Chine, l'émergence d'une véritable classe moyenne qui se compte par centaines de millions d'habitants en Chine. La classe moyenne chinoise aujourd'hui, c'est 300, 400, 500 millions d'habitants. Alors plus ou moins comment on va considérer les parités de pouvoir d'achat, etc. On va aller de 300 millions à 500 millions de Chinois qui ont globalement un niveau de vie comparable à celui, largement comparable à celui des Français. Donc vous imaginez, et je dis bien en parité de pouvoir d'achat, donc vous imaginez un petit peu la demande que ça crée sur le marché mondial et les tensions. Donc plus le temps passe, plus la mondialisation fait son œuvre, plus vous avez l'émergence d'une classe moyenne et la sortie de pauvreté de millions et de centaines de millions de gens, et plus évidemment vous avez une demande importante qui crée des tensions sur les approvisionnements, les ressources naturelles, l'énergie, les matières premières. Donc une demande forte avant tout parce que nous sommes plus nombreux. Ensuite parce que nous avons une raréfaction évidemment des ressources naturelles. Je vous rappelle qu'on est dans un monde fini. Alors il y a des choses que l'on peut faire croître de manière infinie, il y a des choses que l'on peut renouveler de manière quasiment infinie. Le vent est une ressource renouvelable. Le bois, si vous gérez bien votre forêt, ça pousse, vous coupez, vous en replantez un, ça repousse, et puis avant de couper le deuxième, vous attendez que le premier est coupé. Vous êtes dans du renouvelable si vous gérez bien votre forêt. Donc il y a des choses qu'on peut faire croître, et puis il y a des choses que l'on ne peut plus faire croître dans un monde fini. Une énergie qui n'est plus aussi abondante qu'avant, et surtout
qui n'est plus pas chère, hein, qui n'est pas abordable. Elle n'est plus ni abondante ni abordable, cette énergie. Donc évidemment, ça pose toujours des problèmes. Une position dominante de la Chine en tant qu'usine du monde. Alors vous avez la Chine et l'Inde, hein, ce sont les deux grosses usines du monde. Et si la Chine et l'Inde s'enrhument ou éternuent au niveau de leur production, eh bien évidemment, ça a des impacts importants sur la disponibilité des choses, des produits, et donc ça peut entraîner des pénuries. Je vous rappelle qu'on ne produit plus rien ici, que tout vient de là-bas. Donc dans les années 70, quand on avait eu la stagflation, nous avions encore des capacités de production, et donc ces capacités de production, alors on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées, on avait des usines. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'idées, plus d'usines, plus de pétrole. Ça fait quand même beaucoup en moins, donc vous imaginez la profondeur évidemment du trou dans la raquette. Donc déficit de la balance commerciale terrible, avec un déficit commercial de 80 milliards d'euros, déficit des comptes publics, déficit de croissance, énorme chômage, enfin voilà, donc si vous voulez, c'est normal en fait, notre situation est tout à fait normale. On n'a plus d'idées, on n'a plus d'usines et on n'a pas d'énergie. Hein, puis en plus, on est en train de... Allez, on éteint les réacteurs nucléaires. Moi, je ne suis pas pour le nucléaire. Hein, je vous dis simplement que si on éteint les réacteurs nucléaires et qu'on ne prévoit pas autre chose de vraiment solide à côté, on va avoir un problème majeur, quoi. Hein. Donc, moi, je ne fais pas d'idéologie. Je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal. Je veux dire, le nucléaire, c'est dangereux. Et le problème du nucléaire, c'est que quand il y a un accident, c'est un peu compliqué à gérer quand même. Hein. Je veux dire, le truc qui se désigne pour volontaire d'office pour rentrer dans la centrale, pour éteindre l'incendie, le jour où ça a pété, bon, moi, pas intuitivement comme ça là maintenant, je n'ai pas envie de me porter spécialement volontaire pour aller éteindre l'incendie. Donc, si vous voulez, un accident nucléaire, ça pose des vrais sujets. Donc, la sécurité nucléaire est un vrai sujet. Et donc, l'accidentologie dans l'industrie nucléaire, c'est évidemment un vrai sujet. On ne peut pas en faire l'économie. Néanmoins, on ne peut pas non plus faire l'économie de la disponibilité de notre énergie et dire j'éteins les réacteurs nucléaires et je prévois pas autre chose que des petites éoliennes qui tournent. Bon, voilà, je ne suis pas persuadé que ça, le compte y soit évidemment. Je suis même persuadé évidemment de l'inverse. La transition écologique et énergétique, hein, je viens de vous en parler un petit peu, elle est très inflationniste, cette transition écologique et énergétique. D'abord parce qu'elle fait, évidemment, elle nous oblige à changer. On a tous besoin d'isoler les maisons en même temps, ou les appartements, ou les immeubles. On a tous besoin de changer de voiture en même temps. On veut tous aller vers l'électrique. Donc tout ça, c'est ultra inflationniste, évidemment. Et puis, vous avez une création monétaire. On en a parlé un petit peu avec les déficits et ce genre de choses. Création monétaire et endettement global du pays, de l'ensemble de ses agents économiques. Il a commencé par l'État, les ménages et évidemment les entreprises avec les PGE par exemple, hein, qui ont alourdi la dette détenue par les entreprises. Et puis on a une disparition des facteurs déflationnistes. Alors ces deux éléments sont liés. Alors vous aviez quoi comme facteurs déflationnistes qui ont marqué ces 30 dernières années? Vous avez vécu dans de la déflation depuis 30 ans. Voire même 40 ans, non 30 ans, on va dire depuis le début des années 90. La mondialisation, l'informatisation, la robotisation, l'immigration, l'énergie, les ressources naturelles, ce n'est pas classé dans l'ordre, je ne suis pas capable de vous donner un ordre de pondération de l'importance de chaque item, d'accord. On va évacuer tout de suite le sujet de l'immigration. Évidemment, quand vous faites venir du monde, ça fait une pression à la baisse sur les salaires. Entendez la notion d'immigration au sens large. Dans l'immigration, je mets la notion notamment de dumping social, d'accord. C'est-à-dire que vous avez l'immigré qui vient ici, mais vous avez l'immigré qui vous prend le boulot d'ici pour l'emmener là-bas, via ce qu'on appelle la notion de délocalisation que vous retrouvez dans la mondialisation. D'accord? Donc, que vous fassiez venir quelqu'un ici pour que leur nombre exerce une pression à la baisse sur les salaires des déjà là. Hein, donc les nouveaux venus font exercer une pression à la baisse sur les déjà là parce que c'est ce qu'on appelle une armée de réserve. Hein, c'est une expression marxiste. L'armée de réserve du capital, c'est évidemment les immigrés corvéables à merci. Donc que vous fassiez venir les gars ici ou que vous envoyiez les usines là-bas pour les faire travailler là-bas à pas cher, vous êtes dans cette notion de maîtriser et baisser évidemment le coût du travail. Donc c'est là-dedans qu'on trouve le dumping social. D'accord? Donc mondialisation, immigration, ça fonctionne ensemble. Puis la mondialisation, c'est l'absence de frontières, etc., etc. Vous avez évidemment l'informatisation et la robotisation. Alors souvenez-vous, vous avez, alors pas pour les plus jeunes, mais pour les un petit peu plus vieux, vous avez vu arriver Internet au début des années 2000, vous avez vu l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, vous avez vu arriver la DSL. La DSL, le haut débit, c'est 2005 seulement, hein, donc c'est hier, on a l'impression qu'on a toujours vécu avec, mais en réalité,
le haut débit, la DSL, ça fait au mieux 15 ans que nous avons des tuyaux qui fonctionnent. Et en 2005, quand on fait, c'est les premiers ADSL qui arrivent, on parle de la DSL à Paris, on ne parle pas de la DSL évidemment dans les régions rurales ou dans les banlieues lointaines des centres urbains. Alors aujourd'hui, cette informatisation, alors moi à l'époque, à la banque, vous aviez des agences bancaires qui avaient 20, 30, 40, 50 collaborateurs. Et puis petit à petit, avec l'informatisation, la robotisation, là où vous aviez 30, 40, 50 agents dans une agence bancaire de quartier, vous en avez eu plus que 30, puis 20, puis 5, puis 10, etc. Et donc tout ça, évidemment, l'informatisation a fait qu'il y a eu besoin de beaucoup moins de monde. Et donc, on a mis du temps en réalité à engranger les gains de productivité. Vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas viré, licencié massivement leur personnel. Il y en a certaines qui ont pu faire ça, mais ça n'a pas été la majorité en réalité. Et donc, les gains de productivité ont été encaissés progressivement par les entreprises. Et donc aujourd'hui, ces gains de productivité liés à l'informatisation et à la robotisation telle qu'elle est aujourd'hui, vous en avez plus. Donc là où avant ça faisait augmenter la productivité, ça permettait d'avoir moins de monde, etc., etc. Voilà, globalement, la productivité induite par la révolution Internet, ça y est, voilà, 15 ans après, 15 à 20 ans après, on a encaissé nos gains de productivité et ça n'a plus d'effet déflationniste. Alors quand vous aurez les premiers humanoïdes qui vont vraiment arriver, qui vont remplacer les femmes de ménage, qui vont remplacer le peintre parce que il y a C6PO qui va être capable, C6PO de Google qui va être capable de vous repeindre votre maison ou votre grenier, quand vous aurez le serveur qui sera remplacé par R2D2, voilà, je t'amène ton plateau. Bon, tout ça, si vous voulez, ça fera une nouvelle pression déflationniste évidemment, puisqu'on va à nouveau supprimer des jobs, et donc ça peut être une pression déflationniste très importante, mais on n'y est pas encore. Donc comme on n'y est pas encore, là, les gains de productivité liés à l'informatisation et à la robotisation se calment, parce que tout ce qu'on a pu informatiser et robotiser l'a été en fait. Donc on est obligé d'attendre les nouvelles, nous attendons et j'attends ce qu'on appelle les nouvelles grappes d'innovation, les nouvelles innovations qui vont permettre de relancer les améliorations de productivité, et les améliorations de productivité, elles passent par la destruction évidemment d'emplois. Et donc c'était ce que je vous donnais comme exemple avec les humanoïdes qui peuvent être la prochaine révolution robotique. Bon, l'énergie, on en a parlé, l'énergie quand elle est abondante et pas chère, c'est déflationniste. Et puis quand elle devient très coûteuse, c'est inflationniste. Donc quand on est il y a un an et que le prix du baril devient négatif, on sait très bien qu'on est dans un excès baissier complètement délirant où vous devez payer pour qu'on vous prenne votre pétrole. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, un prix négatif du baril de pétrole, comme il n'y a plus assez de solutions de stockage et que vous ne pouvez pas le déverser à la mer. Donc il y a des gens qui ont payé pour qu'on leur achète leur pétrole. Évidemment, cet excès baissier complètement délirant, vous aurez en effet symétrique et miroir, et nous commençons à le vivre, un excès haussier tout aussi délirant sans doute, parce qu'on a plus la capacité de production, parce que ceux qui ont perdu beaucoup d'argent vont vouloir se refaire, etc., etc. Donc ce qui a été déflationniste à un moment donné ne l'est plus. Donc là aussi, un facteur déflationniste qui disparaît. Et les ressources naturelles, on a tapé dans nos ressources naturelles sans à aucun moment en réalité en payer le coût, et notamment le coût de la rareté. On a toujours considéré que taper dans la nature, c'était quasiment gratuit. Et donc comme c'était quasiment gratuit, on a tapé sans aucune réserve. Et donc c'était déflationniste puisqu'on se servait autant qu'on le voulait, sauf que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas comme Pexitron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh bien non, quand vous avez vidé toutes les mines, ou quand pour aller retrouver des trucs, il faut aller 20 000 lieues sous les mers et à 7000 mètres de profondeur, eh bien c'est pas évidemment le même coût pour y aller. Et donc là aussi, c'est des facteurs déflationnistes qui se transforment en facteurs inflationnistes. Les pénuries vont s'amplifier. Alors voilà, je voulais vous montrer, vous allez sur Google Actu à la une, vous tapez pénurie Chine, pénurie Inde, et vous avez pénurie d'énergie, la Chine augmente sa production de charbon, on parle des Échos, alors là ils mettent en plus une belle photo de centrale nucléaire. Le Figaro, Inde, pénurie d'électricité imminente à New Delhi, ils ont plus de charbon, ils ont plus rien, les Indiens, les Chinois ont du mal à s'en procurer, donc ils ont tous beaucoup de mal à faire tourner leurs usines, et BFM TV, Chine, les coupures de courant étranglent les usines et donc les capacités évidemment de production. Donc quand on est à court d'énergie et qu'on ne peut plus faire tourner les usines,
eh bien, tous les bidules que vous achetez, et n'imaginez pas que dans les bidules, je ne parle que des choses bas de gamme, je mets tout dans les bidules, d'accord? Un bidule, c'est un produit physique. Je vous montre ici un bidule de haute technologie de marque Aiwa, ça vient pas de France, d'accord? Et ça, c'est un bidule. Et il faut beaucoup d'énergie, de matière, d'intelligence, d'usine, enfin, je veux dire, pour réussir à produire ce bidule que je filme avec un autre bidule qui est de haute technologie aussi, qui repose sur un pied, trépied, machin, bidule avec des micros, etc. Je suis rempli de bidules et ces bidules sont indispensables, y compris pour la nouvelle économie ou l'économie. Là, on est typiquement dans l'économie de la connaissance, dans l'économie Internet. Je ne fabrique pas de produits, je discute juste avec vous. Et pourtant, pour pouvoir discuter juste avec vous, il faut une débauche d'énergie et de bidules. Il y a des lumières allumées, il y a plein de bidules qui ont été transformés avec plein de matières grises et de matières premières. Et vous-même, regardez ça sur des bidules également de haute technologie, le tout fonctionnant évidemment à l'électricité. Et à l'électricité plutôt nucléaire que verte à l'éolienne. Donc, on a besoin d'une débauche d'énergie, y compris pour ce que nous sommes en train de faire là. Débauche d'énergie et de matière. Et donc, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez plus de transformation de la matière en bidules. Et dans tous ces bidules qui nous permettent de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui et plein d'autres choses. Et pourtant, ce sont des bidules. Mais à un moment donné, l'économie, c'est la fabrication de bidules. Et je vous passe les serveurs, les fermes de serveurs, qu'il faut refroidir, climatiser et tout le tintouin. Et là aussi, la débauche d'énergie que nécessite Internet. Et je ne vous parle pas du minage de Bitcoin. Alors, pénurie, évidemment, égale inflation. Donc quand on n'est pas capable de produire assez de bidules et que la demande de bidules est importante, eh bien le prix du bidule concerné, il monte. Souvenez-vous du prix du bidule qui était le bidule masque quand tout le monde était malade, avait très peur et qu'on était une pandémie et que nous voulions tous des masques, et ben le prix du bidule masque évidemment s'est envolé et il y avait que la France qui n'arrivait pas à acheter de masques, puisque en France on est un peu rapia parfois, donc on se dit qu'il vaut mieux payer un confinement à 25 milliards d'euros le confinement plutôt que de dépenser 50 centimes le masque au lieu de 10 centimes. Oui, la bonne affaire, mais bon voilà, quand on est fonctionnaire et ils ont calculé comme ça ces imbéciles du ministère de la Santé. Donc il disait, ah non mais hors de question qu'on paye des masques, qu'on paye 1 centime normalement le masque de chirurgien, hors de question qu'on le paye 50 centimes pièce, c'est une escroquerie, donc on n'achètera pas. Donc résultat, on a mis 3 mois à avoir des masques, là où tous les autres avaient des masques, évidemment au départ, puisqu'il y avait des masques, il y avait juste pénurie de masques à un prix qui nous semblait convenable, pour la simple et bonne raison qu'une pénurie se règle toujours par l'ajustement des prix. Et donc c'est au plus offrant, et donc les prix montent, et c'est celui qui est capable d'offrir le prix le plus important qui rafle la mise, et c'est comme ça qu'on règle un problème de pénurie et l'allocation des produits. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, je vous donne un petit exemple, au hasard, là comme ça, en passant, quand vous sur votre livret A, ça vous rapporte 0,5% et que vous avez une inflation à 5%, je suis gentil quand je vous parle d'une inflation à 5%, vous perdez 4,5% de pouvoir d'achat en réalité à l'année. Donc, est-ce que vous avez intérêt à avoir de l'argent stocké sur votre livret A qui rapporte 0,5% alors que l'ensemble des prix monte de 5% par exemple? Et la question elle est très vite répondue, et pour faire un petit clin d'œil à une vidéo qui avait fait le tour d'internet, la question elle est hyper vite répondue, et évidemment j'ai pas intérêt à garder beaucoup de sous sur mon livret A. Alors j'en garde un peu parce que l'épargne de précaution c'est toujours très important, et c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, épargne de précaution, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la précaution. Donc j'ai toujours besoin d'un peu d'épargne de précaution, parce que je peux avoir un chauffe-eau qui claque, une fuite à réparer, une toiture à changer, enfin que sais-je. Donc évidemment, il faut garder un petit peu de sous pour être capable affronter les aléas de la vie, c'est une évidence, mais on garde ce qu'il faut garder. Aujourd'hui, dans un système et dans une économie qui est inflationniste, vous avez plutôt intérêt à acheter des boîtes de conserve et des raviolis. Je rappelle que quand je vous parle des raviolis, c'est une analogie pour parler de tout ce que vous pouvez être amené à stocker, à conserver, à mettre de côté parce que vous en avez besoin, et qu'on stocke toujours ce dont on a besoin ou ce dont le voisin a besoin, puisqu'évidemment
si votre voisin a besoin de masques, et que vous êtes capable de stocker des masques, eh bien vous pourrez lui revendre vos masques. Si votre voisin il est fumeur, eh bien vous stockez des cigarettes, vous pourrez lui revendre des cigarettes. Et puis votre voisin, s'il a faim et que vous avez quelques boîtes de raviolis d'avance, eh ben vous pourrez toujours soit être gentil et bienveillant et lui offrir une boîte de raviolis pour que ses enfants ne meurent pas de faim, ou vous pourrez la lui revendre si vous êtes un peu moins charmant et bienveillant et un petit peu plus entreprenant, parce que vous le verrez, derrière ce sujet qui peut sembler comme ça, c'est inquiétant, l'ostéflation, machin, etc. C'est pas inquiétant, c'est quand on a compris ce qui allait se passer, chaque crise est une opportunité, on va continuer à en parler, n'y voyez aucun cynisme, mais chaque crise est une opportunité. Et en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui faisaient du marché noir et qui avaient à manger, ils se sont considérablement enrichis. Les beaufs, les beurre, œufs, fromage. Un beauf, c'est pas un beau-frère ou c'est pas un bœuf. Le beauf, c'est le beurre, œuf, fromage. Et c'est celui qui a gagné, qui a créé sa fortune au marché noir pendant la guerre en vendant du beurre, des œufs et du fromage. Placer une partie de son épargne en produits est en réalité une excellente idée de placement. On ne stocke que ce que l'on consomme ou dont on a besoin, soit son voisin. Alors d'ici aux élections présidentielles, on rase gratis, les amis, d'accord? Donc élection piège à con, vous connaissez tous le slogan, et puis vous connaissez tous aussi ce que disait Coluche, si les élections servaient à quelque chose. Pardon, il disait ça de la démocratie, mais c'est pareil. Si la démocratie servait réellement à quelque chose, ça fait bien longtemps qu'elle serait interdite. Bon, bref. Promesse électorale démagogique qui n'engage que ceux qui y croient. Pensez par exemple à l'idée au sujet du lissage des prix d'énergie, d'accord? Donc on vous annonce les prix d'énergie montent, ne vous inquiétez pas, on va penser à vous, descendez pas dans la rue, vous inquiétez pas, on bloque les prix. Alors on les bloque à travers un mécanisme de lissage, et donc en fait un lissage, c'est qu'on les bloque pas vraiment, c'est qu'ils vont monter, mais pas maintenant et plus tard. Voilà. Et bienvenue dans l'ostéflation, c'est-à-dire que l'austérité c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, mais c'est demain, et ce sera en juin 2022. À chaque déplacement officiel, un chèque ou des cadeaux annoncés, d'accord? Annoncés. Donc vous savez, entre l'effet d'annonce et puis l'arrivée concrète sur le terrain du truc annoncé, il peut se passer, comme qui dirait, un certain temps avant qu'évidemment les choses trouvent une concrétisation sur le terrain, ou ne la trouve jamais, cette concrétisation, parce que c'est plus tard ou jamais, et vous savez qu'on a une expression en France, c'est le provisoire qui dure, et oui, donc on vous promet le truc, vous inquiétez pas, ce sera provisoire, et 50 ans après, le provisoire est toujours là, et vous êtes toujours dans vos Algeco, dans vos machins, dans vos trucs, et ça n'a pas changé, donc n'oubliez pas, il ne faut pas effrayer le troupeau, pardon, les électeurs, donc il ne faut pas désespérer Billancourt, vous devez aller jouer et participer aimablement à au grand événement et de l'élection présidentielle qui a lieu une fois tous les 5 ans. Vous devez vous mobiliser, donner l'onction démocratique par votre vote à celui qui présidera à vos destinées pour les 5 prochaines années. Donc, tenez-vous sage, on va vous aider à tenir sage. Voilà, petite promesse, machin. Donc, a priori, comme ça, intuitivement, la conséquence de ça, alors je ne suis pas de politique, je ne suis pas pour ou contre, c'est pas le sujet, encore une fois. On observe toujours une notion de gel 6 à 8 mois avant les élections. C'est pas là qu'évidemment on passe les grandes réformes, qu'on fait les grandes économies et qu'on fait... et qu'on va perdre son élection ou sa réélection, d'accord? Donc, on ne joue pas comme ça, donc on peut prévoir assez raisonnablement plutôt une période de calme, de maintenant au prochain mois, sur la notion de décision, d'austérité, de hausse d'impôts, ce genre de choses. Ça va plutôt être, a priori, le calme plat, le calme avant la tempête. Et donc, on arrive logiquement à la reprise des choses, des décisions. Donc globalement, en mai, on installe le nouveau président, ou on réinstalle le président actuel, et puis on reprend des décisions. Les élections sont passées. Les vaccinations, vous connaissez mon point de vue, je pense que ce ne sera pas le succès annoncé, mais que ça marchera que très très moyennement. Je veux dire, le truc qui perd l'efficacité au bout de 3 mois, il faut revacciner tout le monde au bout de 6, autant vous dire que c'est un machin qui marche pas, d'accord? Donc vous pouvez me dire qu'il faut une piqûre, 2 piqûres, 3 piqûres, 4 piqûres ou 10 piqûres. S'il faut 10 piqûres, c'est qu'a priori votre machin il marche pas.
Donc il faudra pouvoir supporter les 10 piqûres, ne pas tuer tout le monde avec 10 piqûres, qu'on peut en supporter une ou deux, et encore pas tout le temps, mais enfin 3 c'est plus compliqué, 4 ça sera encore plus compliqué. Donc à chaque fois vous allez éliminer des gens qui pourront pas supporter ces piqûres, vous allez faire baisser l'adhésion, enfin bref, j'avais expliqué tout ça dans un dossier. Donc ça sera sans doute plus un échec qu'une grande réussite. Donc on va avoir cette difficulté là à gérer. La France est dans un état économique qui est désastreux, on va vers 130% de dette sur PIB, c'est-à-dire qu'on est la Grèce des années 2010-2011. Les pénuries pèsent sur la croissance et le moral des ménages, donc vous imaginez pas que quand il y a des pénuries, l'économie elle peut tourner à plein régime. C'est complètement faux. Regardez ce qui se passe sur les usines automobiles. Elles sont toutes en train de s'arrêter parce qu'il n'y a pas de composants électroniques. Conclusion, il va falloir rassurer les marchés, la BCE, nos partenaires européens, donner des gages de solvabilité et de bonne gestion. Donc on peut prévoir, pareil, enfin moi je regarde dans mes poules de cristal, vous savez ici j'ai des poules, et donc bon ils ont plein d'experts au ministère, moi j'ai juste des poules de cristal, et mes poules de cristal me disent que l'austérité arrivera évidemment après les élections en juin 2022, elle arrivera très vite, parce qu'il faudra effectivement rassurer très rapidement les Français, pas les Français justement, c'est les Français qui paieront, mais on va devoir rassurer très rapidement nos partenaires sur notre solvabilité. Donc les impôts vont monter, les aides vont baisser, hein, donc effet ciseau, hein, on monte les impôts, on baisse les dépenses, les prix montent. Parallèlement, les prix montent et vous avez toujours ce phénomène d'inflation. Les pénuries sont durablement installées. On vous parle de pas avant 2023 pour les puces électroniques, par exemple. Donc, voilà, donc 2023, autant vous dire qu'en fait, ils en savent rien, mais que pour le moment, rien ne permet de penser qu'avant 2023, on pourra en avoir. Donc, de toute façon, c'est loin d'être terminé. De même que la pandémie n'est pas terminée et qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais variant, Delta, Alpha, Gamma, Theta et toutes les lettres grecques que vous voulez. On cantonne la dette Covid, d'accord? Donc on va la cantonner, la dette Covid, on va dire voilà, il y a 300 milliards d'euros, on le met dans un coin. On avait déjà fait ça, notamment avec le consortium de réalisation du Crédit Lyonnais, ou avec la CADES, avec des dettes sociales, et puis on avait créé un impôt spécial, la CSG, la CRDS, la contribution de remboursement à la dette sociale. Hein, vous voyez passer ça sur vos impôts, sur vos prélèvements. Et donc, on peut penser aussi qu'on peut aller vers un impôt spécial Covid, d'accord? Donc la contribution de remboursement de la dette Covid, la CRDC. Ça serait joli ça, la CRDC, et donc on pourrait créer un nouveau machin, la caisse de remboursement de la dette Covid, CRDC, avec un directeur général de la CRDC qui serait payé grassement, qui aurait une voiture de fonction, puis qui aurait un certain nombre de collaborateurs quand même pour gérer le remboursement de la dette Covid, et puis pour donner des petites places à ces de la bonne gestion, je vous disais. Résumons. L'économie va mal, voilà, alors faut le prendre avec le sourire, faut le prendre bien, elle va mal et c'est paradoxal, vous avez du travail, d'accord? C'est-à-dire que celui qui aujourd'hui veut travailler, pour le coup, vous pouvez traverser la rue, ça recrute. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai pas dit que ça recrute dans des bonnes conditions avec des super salaires et des conditions de travail super confortables. Je vous ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez travailler, il y a du boulot. Je pense à des métiers qui sont durs, effectivement, comme ceux notamment de la restauration, de l'hôtellerie. Alors là, c'est tapis rouge. Vous pouvez y aller à n'importe quel moment, à condition d'avoir le petit vaccin. Ou le test dans le nez tous les 3 jours. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de vous vacciner partout et dans tous les boulots de la restauration. Il faut le pass sanitaire dans certains endroits, dans d'autres c'est la vaccination obligatoire. Donc voilà, regardez bien, il y a quand même des possibilités, même si vous ne voulez pas vous faire vacciner. Je ne suis pas en train de vous dire de vous faire vacciner ou pas vacciner. J'ai pas à vous donner mon opinion là-dessus, qui n'est qu'une opinion. Et donc c'est pas l'objet dans ces vidéos. Nous n'avons pas notre souveraineté monétaire et nous devons donc rassurer nos partenaires sur notre solvabilité. Et oui, parce que quand vous avez votre souveraineté monétaire comme les Anglais, quand ils font leur Brexit, eux ils font le Brexit, mais ils ont fait le Brexit avant d'adopter l'euro, si vous voulez. Donc nous on a l'euro, donc si on voulait faire un Frexit, c'est un peu plus compliqué, mais en attendant, nous on n'a plus notre banque centrale, on n'a pas notre souveraineté monétaire, donc on ne peut pas monétiser, on ne peut pas imprimer des billets comme on a envie, on n'a pas le droit de le faire puisque c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui le fait pour nous, donc on ne peut pas utiliser notre propre banque centrale. Ça aurait des conséquences, hein, la dévaluation de notre monnaie, etc., etc., mais
On ne peut pas le faire. Nous serons donc obligés de réduire la voilure pour rassurer et assurer notre solvabilité et nos partenaires. Nous allons déclencher donc a priori une politique d'austérité. Et ça va dans une politique d'austérité dans un moment de grande inflation. Et ça va être compliqué à gérer. D'accord? Ça va être d'ailleurs terriblement compliqué parce que souvenez-vous, la politique d'austérité en Grèce qui est menée, on va dire 2010-2015, elle est très violente, mais elle ne s'accompagne pas d'une économie qui est ultra inflationniste, enfin qui est très inflationniste. On est plutôt dans un contexte déflationniste. Mais là, une austérité dans un contexte inflationniste, ça va être d'une très grande violence sociale et ça va générer un appauvrissement important. Et donc c'est pour ça, voilà, mieux vaut avoir quelques boîtes de conserve d'avance plutôt que trop d'argent sur son livret A. Alors, c'est le dossier que j'ai écrit, d'accord, juin 2022, les Français découvrent l'ostéflation pour expliquer tout ça. Et puis pour vous dire comment on peut s'en prémunir et s'en protéger. Mais austérité plus inflation égale pauvreté, ça c'est une évidence. Austérité plus inflation, on va augmenter le niveau de pauvreté, on ne va pas améliorer le sort des gens. Ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat qui va être importante. D'autant plus importante que vous allez encore une fois avoir cet effet ciseau, une hausse des prix, une baisse des dépenses, une hausse de la fiscalité, une baisse des dépenses de l'État. Donc en gros, vous avez les prix qui montent, vous payez plus d'impôts. Pour ceux pour qui ça se passe bien, alors ceux qui ne payent pas d'impôts, ils ne paieront pas plus d'impôts, sauf augmentation de la TVA ou ce genre de choses. Mais enfin, ils auront moins d'aides, et souvent ceux qui ne payent pas d'impôts ont des aides, on peut penser qu'ils auront un petit peu moins d'aides, et puis surtout, tout ce qu'ils achètent et qu'ils ont besoin d'acheter va coûter plus cher. Donc, dans le meilleur des cas, si vous ne prenez pas les hausses d'impôts et l'austérité de plein fouet, vous prenez l'inflation de plein fouet. Pour les classes plutôt moyennes, je rappelle qu'en France, un couple de profs, c'est une classe moyenne, 4 000 € de revenus pour un foyer, vous êtes dans la classe moyenne. Là, vous n'avez pas beaucoup d'aide, pour ne pas dire aucune aide. Et donc là, vous allez prendre de plein fouet l'austérité plus l'inflation. Donc ça va être terrible pour les classes moyennes, elles vont le voir passer de manière très violente. Donc, on peut prévoir des mouvements sociaux importants sur fond de pénurie qui risquent de s'amplifier et de s'aggraver, c'était ce que je vous disais ici, notamment si nous avons des mouvements sociaux important et que les pénuries au niveau international s'aggravent notamment en raison du manque d'énergie et on peut penser que c'est en tout cas probable, possible, envisageable dans les mois qui viennent. Donc on stocke ce dont on a besoin plutôt que d'épargner trop. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'épargne disponible aujourd'hui, notamment parce que les classes moyennes ont beaucoup épargné et on anticipe une hausse de la fiscalité. Il n'y a rien de déprimant là-dedans. Toute crise est une opportunité. Toute crise est une opportunité. Donc à vous de voir les opportunités, je vous aide un petit peu là-dedans, mais à vous de voir les opportunités dans cette crise, mais il y en a, d'accord? Et donc l'une que j'ai pu vous citer tout à l'heure, c'est que vous avez par exemple du boulot. Et aujourd'hui, paradoxalement, en fait, il y a du travail disponible. Alors, c'est peut-être mieux d'aller chercher ce travail disponible maintenant que d'attendre un peu trop longtemps, quand bien même vous auriez des minima, droit au chômage ou ce genre de choses, mieux vaut, à mon sens, aller chercher du boulot maintenant tant qu'il y en a, parce que les portes vont se refermer. À mon sens, pas trop d'inquiétude non plus, et je vous livre une des conclusions très importantes pour ceux qui ne pourront pas s'abonner à la lettre stratégie ou qui ne voudront pas s'abonner à la lettre stratégie, ou plutôt qui n'auraient pas forcément les moyens de s'abonner à la lettre stratégie. Je ne pense pas que ce soit un mouvement durable, cette ostéflation. Je pense que ça va être quelque chose qui va durer 1 à 2 ans, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est tenable, notamment socialement. Ce sera encore plus violent que ce qui a pu se passer en Grèce. Et donc, à mon sens, c'est pas tenable. Donc, il faudra trouver d'autres solutions, mais ça va mettre un petit peu de temps. Et ben, voilà, c'est un processus itératif. Donc, je vous explique un petit peu ma chronologie là-dedans. Mais je pense que ça ne durera pas trop longtemps. Mais enfin, les 2 années qui viennent risquent d'être un petit peu compliquées à gérer. Donc, anticipez-le, préparez-vous. Un homme averti en vaut 2, un homme averti est préparé en vaut 4. Donc vous pouvez mettre évidemment des gros doigts de pouces bleus
sur cette vidéo, la partager massivement si elle vous a plu et puis en faire une petite publicité amicale auprès de ceux que vous aimez. Vous pouvez vous abonner gratuitement tous les jours à ma lettre d'information sur le site insolentiae.com et quand vous faites /boutique, vous pouvez évidemment vous abonner à la lettre stratégie et au dossier stratégie et vous aurez accès en prime gratuitement pour tout abonnement aux 70 dossiers ou plus de 70 dossiers qui sont déjà édités, donc vous pourrez regarder sur les 4-5 dernières années l'évolution de la situation, de l'analyse, etc. Donc c'est toujours très intéressant en plus de pouvoir mettre en perspective plusieurs étapes dans l'analyse, parce que tout ça évidemment c'est évolutif. Il n'y a rien de figé, on analyse des choses qui changent, qui une situation qui évolue. Et donc c'est très intéressant toujours de voir pourquoi quelque chose qu'on avait prévu s'est bien passé comme on l'avait prévu, et puis pourquoi quelque chose qu'on avait prévu ne s'est pas passé comme ça avait été prévu, et quel est l'élément qui est venu modifier la prévision, et dans quelle mesure on peut reprévoir par rapport à ce nouvel élément, etc. etc. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de suivre ça. Donc à date, comme on dit, à date, on se dirige vers un moment d'ostéflation, et nous verrons bien la teneur des débats, qui sont aujourd'hui orientés évidemment sur la notion d'immigration, de délinquance, de sécurité, avec une immense absence des sujets économiques dans le débat politique actuel qui préfigure les débats que nous allons vivre et avoir en tant que citoyens pour l'élection présidentielle qui arrive. Donc vous noterez quand même l'absence complète des sujets économiques. On est vraiment sur l'immigration, la délinquance, la violence, l'islam, etc. Les sujets économiques sont quand même assez relégués en second plan. Je pense qu'ils vont revenir et je pense qu'ils vont s'imposer très très rapidement parce que l'inflation va être un vrai sujet, les pénuries vont être un vrai sujet, et donc ça va s'inviter de manière assez violente dans la campagne électorale, et les hommes politiques et les dirigeants ne pourront pas ne pas traiter ce sujet. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine, sauf si j'ai pas le temps, que je suis en complète panne d'idées et de choses intéressantes à vous dire. Mais sinon, je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau JT du Grenier. D'ici là, vous prenez bien soin et grand soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, au revoir.